disait, mais l'immigration de masse en provenance d'Afrique, elle n'a pas encore commencé et on l'attend dans les années qui viennent. Il y en a plus maintenant, mais il va y en avoir. On ne peut pas montrer les statistiques, mais effectivement, il y avait plus d'immigrés. En 2016, vous aviez à peu près 200 000 sea arrivals arrivés par la mer avec clandestine dans l'Union européenne. En 2018, il n'y a quasiment plus rien. Ils sont moins nombreux aujourd'hui. Voilà. C'est ce même chercheur qui disait que finalement, le fait que l'Afrique se développe va engendrer un départ de plus en plus nombreux d'immigrants vers l'Europe. Oui, parce que c'est à partir d'un certain niveau de qualification qu'ils ont l'idée de venir. Ils sont de plus en plus qualifiés, les enfants vont de plus en plus longtemps à l'école, donc ils ne trouvent pas dans leur pays, ils ne trouveront pas dans leur pays de quoi exploiter leur richesse intellectuelle, donc ils viendront de plus en plus. Je reviens à la décision. Non, mais je veux dire, c'est une théorie, elle est intéressante. Je l'avais jamais entendue, elle est intéressante. C'est pas la paupérisation qui a fait le plus d'immigrés, ce sera la culture dans ces pays, l'amélioration du niveau scolaire des hommes et des femmes qui fera augmenter encore le nombre d'immigrés. Je reviens à la décision du Conseil constitutionnel. Anne Fulda, cette expression gouvernement des juges est forcément un peu polémique. Elle est volontiers employée par notre confrère Éric Zemmour, par exemple. Mais on peut dire que le Conseil constitutionnel a effectivement rendu une décision politique parce qu'il a une définition de la portée de la fraternité qui était laissée à son appréciation. Enfin, ce n'est pas une décision de droit pur. On peut dire que le Conseil constitutionnel fait de la politique ou pas, à votre avis ? Là, je trouve pas. Je pense qu'effectivement, je suis d'accord avec ce qui a été dit avant. C'est-à-dire que le vrai problème est en amont, c'est le fait que tous ces migrants soient aujourd'hui en France. Après, oui, alors toute décision est politique. Il faut rappeler aussi que c'est une décision qui a été prise suite à une ou deux QPC questions qui ont été questions prioritaires de constitutionnalité posées par les avocats de Héroux et notamment de Cédric Héroux, donc de Cédric Héroux qui avait été de migrants. Donc oui, toute décision a une portée politique. De là à dire que cette décision-là est politique, non, je dirais pas ça. Elle a une portée politique. Enfin, il y a une nuance, c'est pas pareil. Mais est-ce que les juges doivent ignorer la perception que le grand public peut avoir de leurs décisions ? Est-ce qu'ils doivent l'ignorer ? C'est une question profonde. La preuve, c'est qu'on a du mal à y répondre. On nous dit, vous avez plusieurs commentaires. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour les passeurs ? Non, point d'interrogation. Nous dit Johan. Oui, c'est pas... Ça ne concerne pas les passeurs. Non, parce que justement, eux, ils ont une contrepartie financière. Donc, il ne faut pas qu'on rentre dans un truc qui va faire paniquer les gens. C'est pas, non, les personnes qui essaient de tirer profit de la misère et de ces situations-là continueront à être poursuivies et sanctionnées. Par contre, ceux qui, à un moment, voient quelqu'un en bas de chez eux, qui est dans une situation de souffrance, etc., et qui l'accueillent, il y a eu des films qui ont été faits, notamment sur ce qui se passait à Calais, sur les habitants qui aidaient de façon tout à fait désintéressée, étaient condamnés, se retrouvaient devant un palais de justice, alors que c'était des citoyens qui, toute leur vie, avaient respecté la loi. Vous imaginez vivre dans un pays où la plus haute autorité judiciaire vous dit, écoutez, si vous portez secours à quelqu'un, on vous met en prison. Non mais vous voyez, je pousse la chose à l'absurde. Parce que personne ne voulait mettre en prison Cédric Héroux, je ne pense pas. Même le procureur de la République. Je trouve la décision, elle est très digne. Le sujet, il est en amont. Voilà. OK. Il nous reste quelques minutes pour parler d'un sujet autrement plus léger. Vous connaissez sans doute Christopher Froome, le coureur cycliste britannique, quadruple vainqueur du Tour de France 2013, 2015, 2016, 2017. Il y a eu des soupçons de dopage contre lui. On a même pensé à un moment qu'il serait interdit de Tour de France. Finalement, il court. L'ambiance n'est pas très chaleureuse autour de lui. Regardez la réaction du public jeudi dernier lors de la présentation officielle des équipes du Tour de France. La formation Sky dans son intégralité et bien évidemment beaucoup de sifflets contre Christopher Froome, donc le leader de l'équipe Sky. Et forcément, quand on parle de sport et qu'on a envie de ne pas dire des âneries, on se tourne vers Daniel Bilalian. Est-ce que ces sifflets sont mérités, selon vous ? C'est pas la première année où il est en difficulté. Non, si vous voulez, il y a deux choses contre lui. C'est qu'effectivement, les contrôles antidopage se sont succédés auprès de lui depuis plusieurs années et n'ont jamais rien donné. Le dernier en date avait été commandé au mois de janvier dernier et le résultat est arrivé 2 jours avant le départ du Tour de France, qui n'était quand même pas la meilleure date. Et puis je dirais que Christopher Froome, c'est un peu dur ce que je vais dire, il a contre lui, c'est-à-dire qu'il a un physique qui ne le favorise pas. Il a un peu un physique d'extraterrestre
Et on se dit que ce personnage, on ne le voit jamais en difficulté. On le voit par exemple dans les Alpes, au moment où tout le monde a du mal à grimper, lui il se met à mouliner comme c'est pas possible. Donc on pense qu'il a été soit dopé, soit qu'il a du matériel qui lui-même est illégal par rapport à la compétition. Et regardez-le, il est en photo, et c'est un personnage qui n'attire pas la sympathie. C'est important en sport. Il y a des gens en sport qui attirent la sympathie, lui ne l'attire pas. En plus, il est à la tête d'une équipe qui est, à la différence des autres, extrêmement bien constituée, qui mène la course avec, par exemple, vous verrez sur beaucoup d'étapes, les équipiers Sky sont devant comme une patrouille de CRS et personne ne bouge derrière sans autorisation. Juan Branco, est-ce que vous êtes choqué par ces réactions du public? Cette sévérité, elle est partagée par nos internautes sur Twitter. Hashtag Figaro Live, hashtag Point de Vue. On vous pose la question, trouvez-vous que les sifflets à l'encontre de Christopher Froome sont mérités? Et vous êtes 80% à nous répondre oui. Est-ce que vous aussi, vous auriez sifflé Christopher Froome, si vous aviez été sur les bords? Franchement, je pense que oui, parce que ça fait plusieurs années qu'on voit cette personne qui... Alors, je suis désolé de parler de ce sujet comme si... Enfin, mais il se trouve que, pareil, d'origine espagnole, Indurain a baigné mon enfance. Alors lui, justement, en termes de dopage, je pense qu'il n'a pas de leçon à donner, mais j'ai suivi cette affaire depuis longtemps. Et on voit quelqu'un qui n'a aucune apparence de technique particulière et qui pourtant réussit à... Donc ça cache quelque chose. Non, mais c'est-à-dire qu'il y a même... Vous disiez sur le physique, mais visuellement, sur la façon de pédaler, sur le rapport justement qu'il entretient à ce sport, on voit bien qu'il y a un problème. Quand vous ajoutez à ça les articles du Monde qui démontrent qu'en termes de kilowattheure d'énergie dépensée, il y a quelque chose qui est à la limite de l'humain, qui n'est pas du tout normal par rapport aux autres, et qu'on voit bien qu'il y a une équipe, la SkyTeam, qui est extrêmement opaque dans sa gestion de ses affaires, qui fonctionne vraiment en vase clos, avec une sorte de violence très forte, parce qu'il y a beaucoup d'argent qui a été investi dedans. Depuis quand? C'est pas un hasard. Depuis les Jeux Olympiques, enfin la préparation des Jeux Olympiques à Londres, où il y avait toute une équipe cycliste, une tradition cycliste qui a été presque inventée au Royaume-Uni pour réussir à obtenir un nombre de médailles très important pendant cet événement. Et on voit bien qu'en fait, il y a un amoncellement d'éléments qui permettent de comprendre ce qui se joue autour de cette personne. Et les gens, à un moment, ne supportent plus qu'après tous les scandales qu'il y a eu ces dernières années, on en soit encore à dévirtuer une nouvelle fois, non seulement la compétition, mais aussi le spectacle et la concurrence entre ces personnes. Anne Fulda, je sais que le cyclisme est une de vos passions, alors je m'en voudrais de ne pas vous demander votre point de vue. Oui, moi je m'en voudrais de ne pas vous le donner, effectivement, parce qu'il est passionnant. Non, moi je suis un peu allergique à toute forme de vindicte populaire, alors, parce que surtout on parle de soupçons. Voilà, on n'a pas de preuves, alors effectivement, en entendant les experts, je vois qu'il y a un faisceau de preuves, de présomption, mais il n'y a pas de preuves. Donc c'est vrai que voilà. Donc voilà, je lui accorderai la présomption d'innocence. C'est toujours le fruit d'une déficience quelque part des institutions. Oui, c'est ça. Et du coup, c'est symptomatique. Oui, bien sûr. Je suis d'accord. Une sorte de tribunal populaire. Édouard Tétrault. Il y a une statistique que j'adore dans le Tour de France, parce que évidemment, Christopher Froome, c'est lamentable. Enfin, voilà, il s'est fait prendre. Enfin, et puis la liste est longue de ceux qui ont été. Mais est-ce que vous connaissez le pourcentage d'asthmatiques dans le peloton du Tour de France? Non mais 80%, c'est monstrueux, ils sont tous asthmatiques, ils sont tous malades, c'est très difficile. Donc, ça c'est parce qu'ils prennent des médicaments pour augmenter leur capacité pulmonaire en disant qu'ils sont asthmatiques. Moi il se trouve, je suis un peu asthmatique avec le rhume des foins, etc. Et donc hop, vous vous shootez à la ventoline, mais après ça vous ouvre. C'est un peu injuste avec Christopher Froome, mais les amateurs de vélo que je connais un tout petit peu pour arrêter l'un des organisateurs de cette compétition pendant des années, ils comprennent le dopage. Quand vous avez déjà du mal à monter en seconde le galibier avant les coureurs et qu'eux le montent, vous comprenez que les gens acceptent le dopage qu'ils n'acceptent dans aucun autre sport. Les gens le comprennent. Et en plus, le Tour de France est quelque chose de très particulier. Le Tour de France, ça n'est pas une compétition sportive. Le Tour de France, moi je l'ai vécu, c'est 3 semaines. Les braves gens sont au bord de la route. Il n'y a que des braves gens au bord de la route. Avec leur famille, papa venait, vous emmenez, grand-père vous emmenez. C'est un moment, c'est Disneyland gratuit toute une journée. C'est un moment de joie de vivre simple entre Français. Et c'est pour ça qu'ils n'aiment pas qu'on leur gâche ça. Et ce qu'ils voudraient, c'est retrouver des coureurs qui, comme certains dans le temps, ou même comme Thomas Voeckler récemment, avaient des jours de grande forme et des jours de difficulté. Alors qu'avec Christopher Froome, qu'il neige, qu'il vente, qu'il fasse beau, il pédale. On ne sait pas si c'est lui qui pédale ou un autre. C'est peu grave. Oui, c'est ça. On leur gâche. C'est un moment, attendez, c'est un moment fantastique en France, le moment du Tour de France. C'est un moment de joie de vivre simple entre les gens. C'est merveilleux. Sur le bord de la route, vous avez que des gens. Vous arrêtez sur le bord de la route, les gens disent venez déjeuner avec nous, venez boire un coup avec nous. Et ça, on leur gâche. C'est ce qu'on est en train de leur gâcher. C'est ça qu'ils ne pardonnent pas à Froome. C'est ça qu'ils ne pardonnent pas.
Ah, même si pour lui, c'est pas simple cette année, puisque il a perdu 51 secondes en chutant samedi. On a vu les images. Mais Daniel Bilalian, vous l'avez rappelé, vous avez été le grand patron du Tour de France pour la télévision. Quand il y avait ces affaires de dopage, est-ce que vous avez eu une inquiétude en vous disant, mais finalement, vous avez déjà un peu répondu à cette question, mais est-ce que le Tour va être moins populaire? Est-ce que ça va faire baisser les audiences? Mon inquiétude, je vais vous dire, c'était mon rêve, c'est fini aujourd'hui, c'est qu'un Français, il n'y a pas un Français qui a gagné depuis Bernard Hinault, qu'un Français gagne, parce qu'à ce moment-là, ce serait extraordinaire. Parce que depuis plusieurs années, entre par exemple les 10 ans d'Armstrong, il ne s'est rien passé. Qu'est-ce qui se passait du temps d'Armstrong? Armstrong était devant pendant 21 jours, il avait son équipe derrière, qui laissait passer de temps en temps un Français pour montrer qu'on laisse passer le 14 juillet, c'est toujours un Français qui gagne pour montrer que la course est régulière. Et donc, ils sont en train de gâcher ce plaisir. Les gens ne sont pas idiots, ils veulent quand même véritablement une compétition. Ils veulent véritablement une compétition. Parce que ce public Tour de France, il est là pour ça. Celui de la télévision, c'est un peu différent. Celui de la télévision, nous y avons ajouté plusieurs dizaines de minutes par jour de visite de la France. Parce qu'on redécouvre leur pays aussi à travers le Tour de France. Eux, ils ne connaissent plus que le McDo et l'autoroute et le péage. Et là, on leur dit, il y a des routes secondaires. Ah bon, avec une église tous les 300 mètres. Ah, c'est fantastique, extraordinaire, extraordinaire. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai fait venir pour commenter le Tour de France, des gens comme Eric Fotorino, le patron du Monde, qui appelait toutes les après-midi des intellectuels comme Finkielkraut et des gens comme ça en lui disant « Qu'est-ce que vous faites ?» Je regarde le Tour de France. Et dans le Figaro demain, il y a un portrait de Thomas Vauclair. Justement, absolument, dans le Figaro quotidien de demain. Edouard Tétrault, vous le suivez, ce Tour de France, vous? Bref, non, si je prends ma casquette d'économiste, je serais quand même, si j'étais organisateur du Tour de France, je me poserais quand même quelques petites questions en me disant, est-ce que tout ça, est-ce que cette tolérance au dopage, que Daniel a très bien exprimée, est-ce qu'elle est pérenne? Est-ce qu'à un moment, on ne va pas se retrouver avec quelque chose d'assez... Voilà, je sais qu'il faut du pain et des jeux, il ne faut pas toucher à ce totem, mais je me mettrai un point de vigilance pour les organisateurs du Tour, parce qu'on on est dans une époque qui a un peu changé. Puisque le dopage, c'est la corruption dans le sport que je crains aujourd'hui. Voilà. Le sport amène tellement d'argent que la corruption est là, le blanchiment d'argent est là, que ce soit dans le cyclisme, les équipes qui viennent de l'ex-Union soviétique, dans le football, ça permet de blanchir de l'argent. Et c'est ça qui est terrible. Et l'argent est tellement présent que, par exemple, dans le football, vous savez pourquoi aujourd'hui on fait l'arbitrage vidéo? Non pas pour éviter c'est parce qu'il y a tellement d'argent que les gens qui ont mis 200 millions dans le Paris Saint-Germain n'ont pas envie qu'un arbitre comme ça se trompe de décision. Donc, quand vous avez mis 400 millions dans un club, vous ne voulez pas que, comme ça, si vous êtes arbitre, au moins on se trompe. Donc, on n'aura plus rien à se raconter dans les cafés dans quelques années sur la main de Maradona ou le pied d'un tel. Bon, ça sera fini. Mais non, vous allez voir, ça ne sera jamais fini. Vive le sport.